En avant, Match numéro 13, les amis. Dunkerque en avant, c'est demain à 19h au stade Tribu. Ça s'appelle toujours comme ça, hein? Marcel Tribu, ouais, c'est ça. Marcel Tribu à Dunkerque. Non, c'est Ajaccio qui a changé Oui. de nom. Pour, espérons-le, une victoire guingampèse pour un petit peu, Gaëtan, allonger cette série de 5 matchs en défaite, certes, mais ça recommence comme en 40, comme à l'automne, avec plus de nuls que de victoires. Ouais, 3 nuls, 2 victoires sur la série. Une solidité quand même qui se dégage, hein, parce que 4 matchs sans prendre de but sur ces 5 rencontres-là. Donc, il y a une vraie solidité. Mais oui, 3-0-0. Donc, forcément, ça n'avance pas très vite du côté de Guingamp. Malgré tout, comme on l'observe depuis de nombreuses semaines et mois, Guingamp est toujours là, à 3 fois rien de la 5e place, mais jamais non plus vraiment dans ce top 5. Donc, ouais, c'est vrai que le match à Dunkerque peut permettre d'à nouveau se rapprocher, mais bon, il faudra plus de victoires qu'à l'automne si la série, en effet, venait à perdurer, la série sans défaite. Vous voyez l'échelle en dessous de nous avec, pour commencer, forcément, l'actualité chaude qui nous a tous surprises et surpris de l'extérieur. C'est cette mise en sommeil du Cop Rouge. Je ne sais pas si on voit bien derrière moi l'écharpe Cop Rouge. Ça, c'était pour les 100 ans. Alors, on va essayer d'évoquer un petit peu ce qui s'est passé et puis on va faire un petit peu des retours dans le temps avec voilà, des moments aussi où il y a eu une gronde du côté du Cop Rouge, même si là c'est un petit peu différent que d'habitude parce que c'est pas une cause sportive qui a causé cette mise en sommeil. On parlera football, Gaëtan, avec ce gros point d'interrogation: qui va jouer latéral gauche ou latéral droit, surtout à Dunkerque demain. On se projettera sur l'adversaire dunkerquois. On aura aussi notre ami Pierre qui nous présentera les matchs à enjeu de cette journée de Ligue 2. Et puis une petite partie vintage avec aujourd'hui un petit coup de projecteur sur l'unique barrage disputé par en avant dans l'histoire. Parce que oui, une fois dans son histoire, Guingamp a disputé les barrages pour monter en D1 à l'époque. Et puis on terminera par le quiz. On rappelle le score du Challenge Profit Roll. Gaëtan, 5 manches. Pierrot, 3 manches. On commence donc, Gaëtan, par cette actualité. Je pense que ça fait partie des nouvelles dont on se souviendra du moment où on était, de ce qu'on faisait au moment où on a appris ça. C'était mardi soir. Gaëtan, est-ce que tu peux nous rappeler les faits un petit peu de ce qui s'est passé? Ouais, alors un peu compliqué parce que honnêtement, nous au stade, on s'est rendu compte de rien, en tout cas dans notre position. Donc ce communiqué du Cop Rouge, qui est intervenu mardi soir, qui annonce sa mise en sommeil pour des divergences sur la posture à adopter, au niveau du Cop Rouge, qui est évidemment le principal et emblématique Cop et groupe de supporters d'en avant. On a appris surtout hier, en fait, via notamment nos confrères du Telegram, que il y aurait alors dans le groupe, peut-être pas dans les historiques, mais en tout cas des personnes qui auraient rejoint le groupe, en tout cas plus ou moins, du COP, qui aurait une volonté de violence verbale, physique un peu plus prononcée, en fait. Alors, ce qui est vraiment étonnant parce que c'est pas du tout dans les traits de caractère du Cop Rouge, dans ce que prône le Cop depuis ses 30 ans d'existence. Et donc tout ça a amené aussi à sans doute des prises de position et puis visiblement à une bagarre samedi lors du match face à Amiens. Alors en avant-match, visiblement, peut-être après aussi. Ça reste un peu flou encore sur les circonstances vraiment, mais voilà ce qui s'est passé. Et puis du coup, la décision de l'association de manière générale de se mettre en sommeil jusqu'à la fin de la saison et d'attendre l'été pour savoir si les activités reprendront ou cesseront définitivement, ce qui serait évidemment grandement dommageable. Ouais, hier on a eu au téléphone un historique d'en avant en tant que joueur et autres, et qui avait lu l'article comme nous du Télégramme et qui était peiné de voir ça, en fait, parce que c'est vrai que on a aimé ce club de Guingamp et son ambiance et le Cop Rouge par les valeurs qu'il transmettait. Alors
c'est vrai qu'on n'est plus du tout à cette époque, mais moi je me souviens la première fois où je suis allé à Roudourou, c'est le Cop Rouge qui m'a fait tomber amoureux d'en avant et de Roudourou. Et puis même au début des matchs à cette époque, donc c'était au début des années 2000, je me souviens qu'il y avait des gens qui passaient, il y avait un supporter de Guingamp et un supporter de l'équipe adverse. Là, en l'occurrence, ce jour-là, c'était Nantes. Ils faisaient un tour du terrain et tout le monde les applaudissait, voilà, dans une ambiance de fair play, de fraternité, parce que c'est du foot, c'est que du foot. Mais on voit bien que le foot, les tribunes, c'est un petit peu le reflet de la société, hein, malheureusement. Et on voit que je ne sais pas quel chemin on prend, ni dans la société, ni à Guingamp. Mais c'est vrai que, comme disait l'historique hier, on pensait être à l'abri de ça, en fait, à Guingamp. Et ben finalement, on se rend compte peut-être pas. Donc, comment ça va se terminer ? En tout cas, une chose est sûre, là, à l'heure actuelle, début avril, c'est que le Roudourou va sonner très, très creux pour ce moment important. Alors, c'est pas le moment le plus faste de l'histoire d'en avant, bien sûr, mais c'est la première fois depuis la relégation qu'il y avait un enjeu sur la fin de saison. C'est-à-dire une course au barrage, peut-être un play-off, peut-être un barrage, peut-être rien. Évidemment, Guingamp a très peu été en position d'être dans le top 5 cette année, mais il a toujours été à l'affût. Et c'est dommage en fin de saison, même si encore une fois on le disait, ça dépasse le cadre sportif. C'est dommage d'être privé de son poumon en fait. Donc, ce qui est important de souligner aussi, c'est que le Brésil Cup et les Red Boys, qui sont en latéral ouest et qui composent le COP aussi d'une certaine manière, sont solidaires du KR 93 et donc ne proposeront pas non plus d'animation de chant, de tambour. Voilà, tout le monde sera solidaire. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne visualisent pas comment la tribune latérale ouest est organisée, on va dire que le COP, c'est comme un maillot. Vous voyez, vous avez le COP rouge en plein milieu. Ici, sur le côté, vous avez le BIC, Brésil COP. Et de l'autre côté, vous avez les Red Boys. Voilà, il y a plusieurs groupes de supporters dans cette tribune latérale ouest. Et effectivement, tous sont solidaires. Alors, il y a la partie vintage un petit peu plus tard, on parlera de sportif. Mais en avant-match, on voulait un petit peu prendre du recul et voir si ce genre de choses était déjà arrivé. Un Roudourou silencieux. La réponse est oui, mais c'était quasiment tout le temps pour des raisons sportives. Le Cop Rouge 93, qui a été créé en 93, comme son nom l'indique, c'était une période faste, avec les années Smerecki, du National à la D1 jusqu'à la Coupe de l'UEFA contre l'Inter. Les premières turbulences, elles arrivent au moment de la première relégation en D2, en 1998. Regardez cette photo qui est assez incroyable dans le livre de Jean-Michel Le Boulanger, qui était sorti au début des années 2000, en avant le défi permanent. Bien regardez, 1998, des supporters brûlaient une écharpe dans la tribune ouest, la tribune du Cop Rouge, donc une image assez incroyable. Il y a même une archive ici du Ouest France, c'était l'année de 97-98, on avait mangé du caviar avec les Coco Michel et compagnie, il y avait eu l'Inter Toto, l'Inter et la finale de Coupe de France l'année précédente, et une saison 97-98 un petit peu compliquée, où Smerecki, c'était un peu plein justement de cette ambiance, cette colère du COP. Il essayait de le rappeler. Souvenez-vous d'où on vient. Bon, voilà, ça c'était les premières turbulences. Les années un petit peu compliquées aussi en Ligue 2 après la deuxième relégation en 2004, 2005-2006. On se souvient de COP qui ne chantait pas. Il y avait eu en 2004-2005, en octobre 2004, un Guingamp-Amiens où le COP s'était mis en sourdine pendant 10 minutes. Mais là, c'était pour protester contre la programmation des matchs de Ligue 2 qui, à partir de cette année-là, se jouaient lundi, en tout cas le match phare. Et ça avait été un vide absolu. C'était moi la première fois que je connaissais le Roudourou sans ambiance et ça avait été terrible. Mais c'était que 10 minutes à ce moment-là. 2007-2008, Gaëtan, toi, tu te souvenais d'un Guingamp-Châteauroux? Ouais, exactement. C'était en octobre 2007, de mémoire, octobre. J'étais moi d'ailleurs dans la tribune latérale ouest ce jour-là. Guingamp-Châteauroux, c'était l'avant-dernier match de Patrick Remy. Guingamp était une nouvelle fois sur un début de saison compliqué, dans la zone rouge ou au bord, recevait Châteauroux et il y avait une grève des encouragements. Les seuls chants qui descendaient de la tribune, c'était Rémi démission. Ça revenait de temps en temps pendant le match. Il y avait eu 2-2 ce jour-là. Guingamp avait même mené 2 fois. Et puis, c'est Jean-Christophe Vergerolles qui avait marqué contre son camp en fin de match. Il y avait eu un 2-2. Et en plus, ça avait été un but gag. Alors, ça avait forcément rajouté un peu
aux tensions, en tout cas au dépit aussi des supporters à ce moment-là. Et Patrick Remy, quelques jours plus tard, après une défaite à Reims, ça avait été démis de ses fonctions. Mais ce jour-là, en effet, silence radio aussi dans le stade de Roudouroux. Bon, c'était une période où ça s'était un peu enchaîné sur les saisons-là. Ouais, je me souviens, début de saison suivante, 2008-2009, il n'y avait pas eu une fronde des supporters, mais on était tellement nuls, il fallait le dire. On marquait pas, on perdait tout, que le COP simulait des buts. C'était un Guingamp-Reims, je crois, et c'était terrible. Il descendait des tribunes. Bref, il y avait eu d'autres moments compliqués, 2009-2010, l'année de la relégation nationale. À l'automne 2009, il y a eu un Guingamp-Le Havre un lundi où le COP était plein, mais silencieux et assis pour protester contre les résultats de l'équipe. 2012-2013, c'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait de raisons quasiment sportives à chaque fois, sauf là, il y avait eu Eurosport en 2004. En 2012, c'est en début de saison, il y avait une réunion un peu houleuse d'ailleurs entre Julien Bonny, Bertrand Desplat au début de la saison, parce que beIN Sport était arrivé pour diffuser la Ligue 2 et ils avaient programmé les matchs le vendredi à 18h45, un horaire absolument compliqué pour les supporters. Et pendant tout le début de saison, je crois que ça avait duré sur 3-4 matchs, il y avait une grève des encouragements généralisée de la part des groupes de supporters en Ligue 2 et donc à Guingamp. Et c'est l'une des... C'était pendant un quart d'heure, non, sur les matchs. C'était pas tout. C'était pas tous les matchs. Hein. Moi, j'ai le souvenir. Alors, peut-être parce que le Guingamp-Le Havre, par exemple, le 3-3, je me souviens plus, mais le match d'après, pour moi, c'était le premier quart d'heure où c'était silencieux et qu'ensuite ça chantait. Si mes souvenirs sont bons. Hein. Je crois pas qu'il y ait eu 4 matchs comme ça sans rien, mais bon. Mais il y avait des protestations à chaque. Il y avait des banderoles. Ouais. Et je crois que ça doit être fin septembre, début octobre que la programmation avait été revue et qu'on avait remis les matchs le soir. Et puis, on va s'intéresser aux dernières secousses en date, en tout cas les plus mouvementées. Évidemment, la relégation en 2019 avec ce dernier match horrible à domicile. Guingamp était déjà condamné. C'était un Guingamp-Nîmes. Match nul, 2 buts partout. COP silencieux avec... vous voyez sur ces photos quelques petites piques envoyées aux joueurs et autres, et notamment cette banderole marquée trop tard au moment où Marcus Thuram avait ouvert le score et permis à Guingamp de mener 1-0. Et justement, Marcus Thuram, dans son podcast réalisé avec nous il y a quelques années, il avait parlé de ce Guingamp-Nîmes comme sans doute son pire moment à Guingamp. Le pénalty que je loupe contre Rennes, je sais que je l'ai loupé et que c'est quelque chose qu'il fallait que je marque. Mais le but contre Nîmes, je pense qu'il me renvoie à la figure tout ce qui s'est passé pendant la saison. Et ça a été dur à accepter. C'est comme si j'avais un miroir devant moi et je revoyais toutes les choses que j'avais loupées pendant la saison. Alors que le penalty contre Rennes, tu loupes le penalty, tu sais que tu as loupé le penalty, tu t'en veux. Mais c'est des choses qui font partie de la vie. Tu loupes, tu marques, tu loupes. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses c'est le quotidien d'un joueur de football. On est préparé à ces choses-là. Mais marquer un but et après avoir marqué ce but, comprendre que en fait, peut-être c'est le but le plus inutile, pas le plus inutile, mais le but qui sert le plus à rien dans ta carrière, ça fait mal. Après la rencontre, Jocelyn Gourvenec, évidemment, était venu en zone mixte pour nous confier ses sentiments sur le match, mais très vite, il bifurque vers cette ambiance. On ne savait pas encore à ce moment-là qu'il n'allait pas rester à Guingamp, donc qu'il se projetait aussi un petit peu. Écoutez, c'est 2 minutes 30 où Gourvenec exprime assez bien la magie que le COP Rouge peut emmener à Roudouroux. C'est un extrait, évidemment, du direct à l'époque de Radio Bonheur. Je trouve que les joueurs ont donné. Voilà, alors il y a eu un peu de fébrilité parfois, mais je crois que c'est parce que l'ambiance était un peu pesante aussi. C'est pas le Roudouroux qu'on connaît. C'est pas le Roudouroux que ni vous ni moi aimons. Roudouroux, c'est un stade où ça bouge de partout. Et ce soir, ça résonnait bizarrement et ça restera pas évidemment dans les belles soirées que je retiendrai de ce stade qui est souvent magique. C'est là où on se rend compte que quand il n'y a pas cette ambiance-là, dans cette tribune-là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, et puis après ça a déteint aussi sur les gens
c'est souvent le COP enfin c'est toujours le COP qui lance et puis les gens suivent. Et là, on a senti que les gens savaient pas trop s'il fallait encourager plus l'équipe ou pas. J'ai pas aimé. Je trouve que les joueurs ont donné, se sont battus encore une fois. Cette fronde-là, tu le disais en conférence de presse d'avant-match, tu la comprends aussi, il faut que les gens soient un peu attristés évidemment par cette saison-là. Oui, après, voilà, il n'y a pas eu d'excès non plus. Il faut accepter ça. C'est normal que ça se manifeste aussi. Il faut pas que ça aille trop loin. Et c'est pas aller trop loin. Voilà, c'est pas des choses qu'on aime évidemment. Voilà, après il faut faire avec. Il faut accepter aussi le fait qu'il y ait un peu de mécontentement. Voilà, et puis ce courroux qui s'était poursuivi l'année d'après aussi en Ligue 2, parce que notamment il y a un homme qui a été ciblé par pas mal de critiques, c'est le président Bertrand Desplat. On se souvient d'un Guingamp-Le Mans où il y a eu beaucoup de banderoles contre le président Desplat, contre les actionnaires, etc. Donc ça avait été un moment très pénible dans l'histoire du club. Et puis un peu plus près de nous, Gaëtan, match de Coupe de France, sous Dumont. En décembre 2021, Guingamp-Amiens. Amiens mène 3-0 en début de seconde période. Et là, j'avoue que j'avais été un peu surpris. On en avait parlé d'ailleurs avec Tristan au tournoi Cop Rouge qui avait été organisé le lendemain. Le Cop était parti. Le noyau du bas du Cop Rouge, ça avait fait un petit peu parler. Guingamp est revenu à 3-2. On s'était dit, ah non, c'est pas possible, ils vont pas revenir à 3-3 alors qu'il n'y a plus de Cop. Et non, ça s'était arrêté à 3-2. Mais voilà, alors c'est épisodique, c'est surtout sportif. Ça mesure bien, Gaëtan, aussi. On a vu la déflagration, en fait, les réactions de tout le monde, etc. Parce qu'on s'est tous rendu compte là, on le savait déjà, mais là on s'en est rendu compte, à quel point le Cop Rouge et cette tribune latérale ouest étaient vital pour rendre le stade et le club ce qu'il est, en fait. On s'en rend surtout compte lorsque le Cop est absent. C'est dans ces moments-là et notamment sur la saison Covid, où c'était à huis clos, pas de chant pendant les matchs. Alors le COP le plus virulent sous l'ère Covid, c'était le COP Gaëtan Pinel, Pierre Lelostec, Antoine Mindu, Pierre-Henri Dufay. Mix Radio Bonheur, mix cellule communication du club. Ça braillait un peu sur les quelques moments de joie, notamment en fin de saison. Mais ouais, c'est une période. Moi, je me souviens notamment du Guingamp-Valenciennes, saison 2021-2022. C'est le jour où les supporters reviennent, enfin à Roudroux, parce qu'il y avait eu un match à l'extérieur. J'avais apprécié, mais peut-être 10 fois plus encore l'ambiance du stade et du COP. Après ces longs mois là sans supporters, c'était d'autant plus appréciable. Et là, forcément, de se dire que pendant 4 matchs à domicile, il y aura rien, rien côté Guingamp en tout cas. Ça va encore sonner creux. On n'aime pas trop ça. Il y a un match qui sera animé, c'est contre Saint-Etienne, parce qu'il y aura sans doute beaucoup de Stéphanois. Mais le problème, c'est qu'en face, il n'y aura pas de répondants du côté de Guingamp. Donc, c'est surtout quand. Ou pas de manière organisée. En fait. C'est ça. Il y aura pas de COP. En tout cas, il y aura ici et là, il y aura peut-être quelques chants qui seront lancés comme ça, mais sans que ce soit vraiment à la manière du COP. Donc, ce sera évidemment pas pareil. Et c'est quand il n'est pas là qu'on se rend compte surtout de son importance et du vide que ça laisse. Voilà. Ensuite, quelle sera la suite ? Est-ce que le Cop Rouge va continuer ? Sous quelle forme ? Avec qui pour le mener aussi ? Voilà, c'est les questions un peu inquiétantes qu'on a dû se poser lorsqu'on a vu un petit peu les raisons dans la presse. Bon, on espère que ça va s'arranger. Oui. Que le Cop Rouge restera fidèle à ce qu'il est et ce qu'il a été depuis 30 ans, parce que c'est trop important à Guingamp. On parle de sportif maintenant avec donc ce point d'interrogation. On se posait déjà la question après le match, Gaëtan, contre c'était qui ? Amiens. J'avais Grenoble en tête. Non, c'était pas Guingamp, Grenoble. Contre Amiens, parce que Maxime Sivis va être suspendu à Dunkerque demain. Manso est blessé, Ben Mohamed aussi, Ndour blessé également depuis de nombreux mois, et Vallier qui revient tout juste des ligaments croisés. Quel bazar. Oui, Lenny Vallier qui a joué 45 minutes en équipe réserve, je crois que c'était contre Dinan, il y a environ 3 semaines. Il était dans le groupe pour la première fois la semaine dernière. Alors, il n'est pas entré en jeu, il s'est échauffé, mais pas d'entrée en jeu. Et effectivement, n'ayant plus personne à droite, alors il y en a un latéral droit, c'est Lucas Marronnier, mais qui joue à gauche depuis des semaines. Comment ça va s'organiser ?
Possible en effet qu'il y ait Lucas Marronier à droite, qui est peut-être Lenny Vallier à gauche du coup. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre solution aussi? Lucas Marronier qui resterait à gauche, Taylor Luvambo à droite, Mathis Rioux à droite, qu'on a déjà vu aussi sur le côté droit. Ouais. Bon, c'est deux hommes, ce sont en tout cas deux hommes qui sont plus dans le groupe depuis un moment maintenant. Donc, est-ce qu'ils vont revenir pour jouer en plus à un poste qui n'est pas habituel? C'est beaucoup de questions autour à nouveau des postes des latéraux. Mais ouais, je pense que ça va être un vrai casse-tête. Alors peut-être que la décision est maintenant claire pour Stéphane Dumont. Peut-être qu'elle le sera qu'au dernier moment. Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, les interrogations sont là parce que on a l'impression qu'il n'y a plus de solution et en même temps, on en a cité déjà plusieurs. Ouais. Mais laquelle est la plus optimale, laquelle serait la plus adaptée, c'est toute la difficulté. Et on a déjà donc posé la question à Stéphane Dumont samedi soir après le 0-0 contre Amiens. Alors évidemment, c'est pas facile après un match d'évoquer ça parce qu'il y a aussi toute une semaine de travail. Voici sa réponse à notre micro. Bah oui, forcément qu'il y aura une adaptation particulière parce que on a beaucoup de latéraux sur le flanc, que ce soit Emen, Abda, Vince, Max suspendu. Donc oui, Lenny, on a des incertitudes malgré tout parce que il a repris la compétition avec la réserve, mais on ne connaît pas forcément ses limites, surtout sur un plan athlétique. Et puis il n'a pas fait encore un match officiel avec nous, donc voilà. Mais on va peser le pour et le contre tranquillement. On a ce qu'il faut. Le groupe a toujours répondu. Voilà, j'ai aucun doute, à Concarneau on a été capable de gagner, Donat a été suspendu, Dick suspendu, voilà, les joueurs en ce moment sont tous tournés vers le collectif, on trouvera la solution, que ça soit au départ du match ou pour le terminer. Si tu devais faire un petit pronostic, Gaëtan, qu'est-ce que tu dirais? Moi je pense que d'un côté je me dis qu'il ne va pas bouger Marronier pour garder cette stabilité, mais en même temps vu les autres profils, c'était mon idée de départ, et en fait je pense qu'il va mettre Vallier à gauche et Marronier à droite. Ok. Moi, je pense qu'il va mettre Rioux. Voilà. On va voir. Mais c'est vrai que l'option Luvambo vous avez été donnée par un auditeur sur YouTube, je crois, lors de la zone mixte samedi. Et d'ailleurs, chers amis auditeurs, la semaine prochaine, alors on voulait le faire cette semaine, mais vu ce qui s'est passé avec le COP Rouge, on va reporter d'une semaine. On vous sollicitera en milieu de semaine prochaine pour nous envoyer vos petites questions. Voilà, on en sélectionnera, je pense, 4 ou 5 pour qu'on puisse échanger avec vous en dehors, évidemment, des débriefs d'après-match. Dunkerque. Oui. Alors, à chaque fois, je te fais ma petite analyse du gars qui regarde un petit peu de loin quand même. Dunkerque, on avait l'impression qu'ils étaient condamnés à la trêve et que c'est une toute autre équipe depuis janvier, notamment depuis l'arrivée de notre Gaëtan Courtet national. Qui sera suspendu contre Guingamp, c'est une bonne nouvelle quelque part, parce qu'il ne marquera pas contre Guingamp. On sait que souvent les anciens ont tendance à le faire. Saison très bizarre pour Dunkerque. C'était Mathieu Chabert, le coach en début de saison. Dunkerque qui a gagné son premier match à Guingamp, d'ailleurs, sur la deuxième journée, 1-0. Mathieu Avec Chabert, un pénalty raté de Courtet. Voilà, il avait déjà signé son contrat à ce moment-là. Il l'avait arrêté. Chabert qui a quitté le club quelques semaines plus tard. Luis Castro, le Portugais, est arrivé. Bon, la dynamique est restée très négative du côté de Dunkerque pendant de longues semaines, quasiment jusqu'à la trêve. Et à la trêve, il y a eu des recrues. Alors, il y a Gaëtan Courtet, bien sûr. Il y a Eman Morer aussi qui est arrivé de Clermont. Il y en a eu quelques autres. Et c'est une équipe qui va vraiment beaucoup mieux. C'est tout simplement la deuxième meilleure équipe de la phase retour pour l'instant. 25 points derrière Saint-Etienne qui en a compilé 26. Donc, ça montre quand même un regain de forme net. C'est une seule défaite sur les 12 derniers matchs pour Dunkerque, donc une seule défaite sur la phase retour. C'était 2-0 contre Annecy sur la 30e journée, 7 victoires et 4 matchs nuls. Donc c'est un rythme vraiment, vraiment impressionnant. Dunkerque a aussi la tendance de bien gérer ses matchs lorsqu'il ouvre le score. 9 victoires et 2 nuls après avoir marqué le premier but, jamais de défaite cette saison. C'était donc le cas aussi à l'aller, on en parlait. Et puis, par contre, ça reste quand même une équipe qui perd beaucoup de matchs dans l'ensemble, puisque aucun club n'a perdu plus de matchs à domicile que Dunkerque. Déjà 9 défaites au stade Marcel Tribu. Alors c'était surtout en effet sur la phase aller, mais voilà, la seule défaite de la phase retour, c'est aussi à domicile contre Annecy. Donc c'est peut-être un peu le comment dire,
la difficulté un peu des Dunkerquois qui ont un meilleur bilan comme Guingamp à l'extérieur comparé à celui à domicile. À la maison, c'est donc 9 défaites, on le disait, 4 victoires seulement et 3 matchs nuls. Donc voilà, la petite faiblesse de Dunkerque se situe peut-être là actuellement. Et l'autre faiblesse, c'est aussi d'être privé, bien sûr, de Gaëtan Courtet quand même, puisque c'est l'un des buteurs de cette équipe. Il a marqué en championnat, en Coupe de France aussi. Il sera absent face à Guingamp. Et surtout, il a marqué très très vite en fait. Souvent, on a des périodes d'adaptation. Dès son premier match. Dès son premier match de Coupe de France, puisqu'il a démarré par de la Coupe. Et en championnat, je crois qu'il a marqué dès le premier ou deuxième aussi. Donc c'est arrivé très vite. 4 buts. Aussi, il a marqué. 4 buts en 12 matchs de championnat et 2 en 2 matchs de Coupe de France pour Gaëtan Courtet. Petite nouveauté, les amis, pour vous faire entrer de plein pied dans cette journée de Ligue 2. Vous l'avez découvert avec nous sur le match contre Guingamp-Amiens, notre petit Pierre qui va arriver. Tu es envahi par les pierres, mon cher Gaëtan. Pierre qui s'occupe notamment d'un super compte sur Instagram. Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité de la Ligue 2. Ça s'appelle Express Ligue 2. Eh bien, Pierre, En avant-match, il nous expose les matchs à suivre ce week-end en plus de Dunkerque-Guingamp. Salut à tous, c'est la 32e journée de Ligue 2 qui va débuter ce samedi et on va se pencher ensemble sur différentes rencontres qui pourraient nous intéresser côté guingampais, notamment Caen-Rodez, affiche entre deux équipes qui veulent jouer les barrages en fin de saison, le 7e et le 5e du championnat qui s'affrontent. Lors du match aller, ils nous avaient offert un très joli spectacle puisque les Canets avaient perdu sur le score de 5-3, un air de revanche peut-être donc lors de cette 32e journée, surtout que Rodez devra faire sans son meilleur buteur Andreas Utonji puisqu'il ne peut pas jouer cette rencontre face au Stade Malherbe-Caen puisqu'il est prêté justement par cette équipe et son contrat veut qu'il ne puisse pas jouer cette rencontre. Il n'était déjà pas présent lors du match aller. Cela n'empêche pas de voir des buts dans cette rencontre en tout cas. On espère pourquoi pas un match nul pour arranger nos Guingampais. Autre match à vous présenter, le Stade Lavallois qui accueille le FC Annecy. Deux équipes qui sont diamétralement opposées au classement puisque Laval est 4e, Annecy 16e du championnat. Et les dynamiques, elles, sont totalement inversées puisque Laval n'a pas gagné depuis 3 rencontres et Annecy a remporté ses 4 derniers matchs de championnat. Voilà qui nous promet donc un grand suspense dans cette rencontre. Dernier match à vous présenter, Grenoble face à Angers, c'est l'affiche qui clôturera la 32e journée de Ligue 2, encore un duel de haut de tableau entre Grenoble 11e qui ne veut pas se faire décrocher de la course au barrage et qui devra donc s'imposer face à Angers qui compte un absent important dans son équipe, celle de Lilian Raouli-Soa. Son meilleur passeur, avec 5 passes décisives. Il ne sera pas du rendez-vous de ce Grenoble-Angers. Dernière information, messieurs, avant de vous laisser, c'est que Valenciennes pourrait déjà nous quitter lors de cette 32e journée sous plusieurs conditions. Mais une évidente, c'est que s'ils perdent leur match face à Pau ce week-end, ils nous quitteront officiellement de la Ligue 2. Voilà donc pour les enjeux de cette 32e journée de championnat. Voilà, match à suivre. C'est vrai que ce Caen-Rodez, Gaëtan, nous, on va avoir 2 yeux sur Dunkerque-Guingamp et un 3e œil sur Caen-Rodez, forcément. Ah ouais, forcément, parce que ce sont 2 des 3 équipes là qui sont juste devant les Guingampais avec le Paris FC. Donc évidemment, on va regarder ça en fonction de l'évolution du score. Alors concernant le match de Guingamp, mais sur celui-là aussi, ça peut changer quand même pas mal de choses. C'est vrai que si Rodez le gagne, l'écart restera forcément le même, au moins, voire peut-être plus avec Guingamp. Si c'est pas le cas, il y a peut-être une vraie possibilité aussi de refaire une bonne partie du retard. Donc un petit match nul. C'est forcément un match qu'on va surveiller. Petit match nul, il serait pas mal. Ouais, mais un match nul, si Guingamp gagne le sien, dans ce cas, Guingamp reviendra très proche aussi. Donc déjà gagnons. Mais ouais, déjà gagné le sien du côté de Guingamp, mais forcément qu'on regardera attentivement ce qui se passe sur celui-là, évidemment. Ouais. En tout cas, Guingamp qui est en lice encore et toujours pour disputer les playoffs, voire les barrages. On rappelle, playoffs, c'est le match 4-5 et vainqueur contre 3e. Et ensuite, ce vainqueur-là joue les barrages. Aller-retour contre le 16e de Ligue 1. Eh bien, dans son histoire, Guingamp a déjà joué une fois un barrage pour espérer monter en Division 1. Alors là, on remonte de près de 40 ans.
saison 85-86. Avant de parler de cette saison, on va parler des années précédentes parce qu'en avant, depuis la fin des années 70, est un club de deuxième division. Après la génération 73 qui l'a propulsé du monde amateur au monde professionnel, en 79-80, Guingamp réalise son meilleur classement, 3e du championnat. Sauf qu'à l'époque, la 3e place ne donne pas accès au barrage. C'était simplement les 2 premiers qui montaient. Et l'équipe qui est montée juste devant Guingamp, c'était qui? Le Stade Rennais Football Club à l'époque, qui avait quoi fait Guingamp pour monter en D1. Et puis ensuite, alors les saisons sont un peu plus compliquées, mais à partir de 82, c'est une progression constante. 9e en 82, puis 2 fois 8e, 5e et 3e en 1986, avec à sa tête pour la 5e et dernière saison un certain Raymond Kérusoré. Cette saison-là, elle est terrible pour les Guingampais parce qu'ils passent quasiment toute la saison dans le top 2, donc potentiellement promu en D1 pour la première fois de l'histoire, sauf que sur les 10 derniers matchs de championnat, une seule victoire pour cette équipe, 2 défaites et 7 matchs nuls. Donc en avant à patiner et il doit donc jouer un quart de finale de barrage parce qu'à ce moment-là, la D2 était en 2 groupes. Il y avait un petit peu, pour schématiser, le groupe Nord et le groupe Sud. Et du coup, Guingamp, 3e, doit jouer contre également une autre club qui a terminé en haut de tableau de l'autre Super D2. C'est un club du Sud, Alès. Sauf que ça se joue là-bas, le 15 avril 1986, au stade Pierre Pibaro. Malheureusement, pas beaucoup de suspense dans cette rencontre parce que vous le voyez avec cette feuille de match de nos amis de Football Database, il y avait déjà 2-0 au bout de 36 minutes et Alès finalement s'est imposé 3-0. Donc voilà, Guingamp, une fois dans son histoire, a joué les barrages. Et d'ailleurs, un petit quiz, ça compte pas pour le quiz, mais j'ai été très étonné de le voir sur la feuille de match. Alors vous voyez là la feuille de match guingampaise avec des noms très connus comme Loïc Jouan, Alain Thibout qui flirtait avec les 300 matchs sous le maillot de Guingamp, Zarmac aussi qui était là. C'est d'ailleurs le dernier match aussi de Daniel Lubin sous le maillot d'en avant. Il y avait un milieu de terrain, un défenseur selon la fiche technique qui à 21 ans jouait son 107e match avec Alès, mon petit Gaëtan. Il est aujourd'hui entraîneur en Ligue 2. Ouais, je pense que c'est Olivier Dalloglio. Effectivement. Olivier Dalloglio. Parce qu'en fait, ouais, voilà. On a gardé 2-3 stigmates en imitation de nos années brestoises sur Radio Bonheur. Petite photo, archive du 11 mondial avec l'équipe de l'époque qui avait quand même très très fière allure. Hein. Mais malheureusement, du coup, cette défaite en barrage à Alès marque un peu une fin de cycle à Guingamp parce que donc Raymond Kérusoré quitte le club après 5 saisons sur le banc. C'était il y a eu Smereki, Gourvenec, il y a eu Lacombe, mais avant il y avait aussi eu Kérusoré pour les amoureux des années 80. Il est parti à Brest. Il y a 3 joueurs assez importants qui partent, Didier Dufour, Hervé Guégan, Daniel Lubin. Ils seront suivis aussi quelques mois plus tard, on en parlait dans un précédent en avant-match, par Michel Rio, qui partira également, je crois, du côté de Nantes. Et donc, après, c'est un petit peu plus compliqué parce que Kérusoré est resté 5 saisons, mais après ça, il y a 4 entraîneurs différents en 4 ans, avec Jean-Noël Huck, avec Éric Momberts notamment. Et les années suivantes, Guingamp termine 10e en 87 et 12e en 88. Il leur a donc fallu attendre presque 10 ans pour voir en avant en première division avec donc la génération Smereki en 1995. Voilà pour ce petit coup d'œil dans le rétroviseur. Oui, Guingamp a déjà joué les barrages, vous pourrez le dire à votre mère, à votre copain, à votre copine. Vous aurez un petit peu de culture guingampaise supplémentaire, on l'espère, avec ce petit coup dans le rétroviseur. Challenge Profit Roll Challenge BKT en avant match. J'ai gagné la dernière manche, mon petit Gaëtan. Oui. Donc c'est toi qui vas engager, c'est toi qui vas devoir répondre à la première question. C'est ça. C'est bien ça, on rappelle, 5 manches pour Gaëtan, immense favori de ce challenge. 3 manches pour Pierrot. Alors, moi je vais te poser une question parce que tu vas choisir un peu ton quiz. La question à 3 points, je la garde, ça fait d'ailleurs 10 jours que je l'ai dans la tête, même avant le thème. Ouais, tu m'avais dit l'autre jour que tu en avais déjà une de prête, ouais. Je vais te la faire aujourd'hui. Et par contre, sur le reste, alors j'ai une question à 2 points ou 2 questions à 1 point. C'est toi qui choisis. Et du coup, je l'aurai la semaine prochaine, l'autre ou... Oui, peu importe. 2 questions à 1 point. 2 questions à 1 point. Ok, bon, on va commencer tranquille. C'est l'émission 13
dans Oui. l'avant-match. Ouais. Qui porte le numéro 13 cette saison? Théo Lenormand. Bonne réponse, Gaëtan. C'était petit piège parce que, enfin, qui porte? Il a jamais joué. Pour l'instant, C'est Théo vrai. Lenormand, qui a donc le numéro 13. On rappelle que le numéro 12, maintenant je le sais depuis la semaine dernière, c'est Abdallah Ndour. Allez, 1-0 Gaëtan. Alors, ce week-end, Guingamp va retrouver, au-delà de Gaëtan Courtet, qui ne jouera pas, un autre ancien Guingampais, c'est Johan Bilingui. Oui. Quel fut le premier match de Johan Bilingui avec Guingamp en professionnel? Écoute, je vais pas durer 50 ans. Ouais. Je le vois pas jouer avant. Je le vois titulaire sur le premier match de l'ère Dumont au Havre. Bonne réponse. Le Havre-Guingamp 2021-2022, 0-0. Il y avait eu plusieurs joueurs lancés ce jour-là. Enfin, ouais, il y avait Johan Kathleen notamment qui était rentré. Aussi, Johan Bilingui disputait son premier match en professionnel. Bon, un partout. Moi, je me prépare à des questions vachardes parce que bon, voilà, je me suis vengé de Perlat. Toi, tu veux te venger de Turpin aujourd'hui, visiblement. Donc, on va voir. Deuxième question donc pour toi, c'est un CV, mon cher Gaëtan. Okay. Quel joueur est passé par Créteil, Dijon, Annecy, Guingamp? Jacques Sioué. Bonne réponse. Hop là, attention, je me suis mis le point, moi. 2-1 Gaëtan. 2-1. Jacques Sioué, alors ouais. Je me suis dit, est-ce que je lui mets un mec de cette année? Généralement, on va plutôt fouiller plus loin, mais là, je me suis dit. Parce que des fois, quand ça se termine par Guingamp, on a l'impression que le mec a fini sa carrière à Guingamp. C'est cela, oui. Et on peut être amené à chercher des choses qui n'ont rien à voir, quoi. Alors, pour être précis, c'est Créteil B. Il n'a jamais joué avec l'équipe première. C'est Dijon, Annecy, avec qui il a connu la montée en Ligue 2 avant d'arriver à Guingamp. En Ligue 1 hein, avec Dijon. Ouais. Gaëtan 2, Pierrot 1. Alors, la deuxième question, on parlait des 0-0 tout à l'heure. Guingamp est sur 2-0-0 là, consécutifs. À quand remonte la dernière série de 3-0-0 consécutifs en championnat? On prend pas. Ouais, on prend pas s'il y a eu un 0-0 en coupe, puis tir au but ou prolongation, on prend pas ça. Vraiment en championnat. Peut-être que j'ai vu la stat passer. C'est pas très dur. Je pense que tu peux le retrouver. Je pense. J'ai juste la saison à te donner. Hein. Ouais, la saison. Je vais mettre 30 secondes. Oh, attends. Allez, 40 si tu veux. En championnat. Ouais. En championnat. Parce que dans ma tête, on en fait en 2009-2010. La fameuse série où on fait 6 matchs sans marquer. Mais en 2010-2011, en national, sur les 4 premières journées, il y a 3-0-0. Et est-ce qu'il y en a après? Sous Dumont, ça serait pas étonnant d'en avoir eu 3 de suite. Mais je suis incapable de te donner une saison. Donc je vais tenter le coup de poker, je vais te dire national 10-11. Bonne réponse, c'était ça. Alors attends, Bayonne, Strasbourg et Cannes. Ouais, c'est ça. Après avoir battu Rouen sur la première journée, il y avait eu 3-0-0 d'affilée. Guingamp prenait pas de but, mais on avait marqué qu'un seul. Pour finalement terminer avec une attaque de feu, mais ça avait démarré timidement sur cette saison-là. Comme dirait Christophe Pélissier. Bon, on est bon, hein, 2 sur 2 chacun. Oui. On est pas mal. Question donc sur 3 points, pour terminer. Je voulais te la faire la semaine dernière parce que c'était les demi-finales de la Coupe de France. Je me suis dit, est-ce que je la pose plus tard pour la finale de la Coupe de France? Mais je me suis dit non, je vais la mettre là. Voilà. Cite-moi, s'il te plaît, les 3 derniers joueurs passés par Guingamp, buteurs en finale de Coupe de France. Buteur sans être à Guingamp, hein, évidemment. Édouard II et compagnie, ça compte pas. Les 3 derniers joueurs buteurs en finale de Coupe de France et passés par Guingamp. Alors, c'est pas ma réponse, hein, mais je pense, en réfléchissant là, à 2 joueurs déjà, à Jérôme Leroy et à Moumouni Dagano avec Sochaux en 2007. Mais depuis 2008, non, 2009, non, 2010, 2011, 12... 2013, c'était quoi? C'était Bordeaux-Evian. 2014, non? 2015, 2016, 2017. Je refais les saisons en même temps dans ma tête, du coup. 2017, je sais plus qui c'était en 2017. Je me demande, c'est pas PSG Monaco. 2018, c'est contre les Herbiers. 2019, c'est Rennes. Et Rennes,
Non, il n'y avait pas. 2020. Alors, il y a Ludovic Blas avec Nantes en 22. L'année dernière, il y a. Il te reste 15 secondes, allez. 2000. Est-ce que j'ai pas oublié une saison? Bon, je vais dire Ludovic Blas. C'est bon. 22 et 23. Ouais. Et je vais dire aussi Jérôme Leroy, Moumouni Dagalo. 1 sur 2. Ah! 1 sur 2. Et ouais, je pensais aussi que Jérôme Leroy avait marqué. Dagano, c'est bon, mais c'est Le Talec, l'autre joueur qui marque dans cette finale. Et moi, j'ai fait aussi 2 sur 3 parce que pour remonter un autre joueur passé par Guingamp, buteur en finale de la Coupe de France, il faut remonter à 1989. Wow. Jean-Pierre Papin avec son triplé lors de Marseille-Monaco 4-3. Non, mais franchement, je suis fier de toi. Ouais, le roi, j'étais persuadé qu'il avait marqué. Il est peut-être passeur décisif. Oui, il est passeur pour Dagano, d'ailleurs. Ah, c'est ça. Le but 100% ancien Guingampais. Donc, c'est le Talec qui marque l'autre but. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et alors, par contre, peut-être qu'il marque son tir au but, Jérôme Leroy. J'ai plus aucun. Peut-être, ouais. C'est un certain monsieur Poula qui arbitrait d'ailleurs cette finale. Le fameux arbitre du Toulouse-Guingamp 2009. À 12 contre 10. Bon, alors, est-ce qu'il m'a mis un thème? Absolument. Alors, ouais, la question à 3 points est vraiment dure. En fait, je m'étais dit que les 2 premières étaient faciles. Enfin, relativement faciles. Bilingui, le 10-11, c'était jouable. La preuve, tu les as eu. La troisième, en fait, on parle pas souvent des années 90, là, 80-90. Il faut que tu me cites 3 joueurs qui ont joué sous les ordres de Francis Mérecky à Dunkerque et qui ont aussi joué dans leur carrière à Guingamp, peu importe sous quel entraîneur. Attends, Smerecki à Dunkerque. Ouais, il a été coach de Dunkerque. Oh la vache, bah c'est dans les années. c'est de milieu 80 à début 90. Alors, déjà, il y a Angelo Hugues. C'est bon. Bon. Je me doutais que tu aurais celui-là. Les 2 autres, je pense, c'est beaucoup plus dur. Mais peut-être que. Déjà, j'espère que je sais leur nom. Parce que j'ai. Oh, attends, qui ont joué à Dunkerque. Ah, Daniel Morera. C'est pas bon. Pas bon. Ah non, c'est Valenciennes, Morera. Le dernier, je sais que m'a piqué, mais alors, qui a joué à Dunkerque? Ouais, c'est dur. Qui a joué à Guingamp après? Je pense qu'il y a quelques lascars du quiz qui auraient trouvé un autre nom. Sur ma photo, là. Petite fille sèche, là-bas. Qui est-ce qui aurait pu jouer? Attends, un mec dans le Nord. J'ai combien de temps? 4h15? Bah ouais, c'est ça. Hein, il reste encore 4h12, du coup. Allez, encore 10 secondes, puisque de toute façon... Attends, ils ont joué sous les ordres de Smerecki à Dunkerque, mais pas sous les ordres de Smerecki à Guingamp, forcément. Pas forcément. Tu sais quoi, je vais te donner un nom, mais Richard Lecomte. Non. C'est Michel Furic et Laurent Furman. Laurent Furman était peut-être trouvable, mais c'était très dur. Tu peux parler, je t'entends plus. Les 3 autres, ça va, les 3 autres quand même. Oh, mais mon gars, le mec. Mais ok, non, je vais pas dire ce que je connaissais pas. Mais ouais, Laurent Furman, j'étais tout à l'heure sur le. Attends, je vais retourner dessus. En fait, quand j'ai vu leur nom dans l'effectif, je me suis dit, ah oui, eux ont joué à Guingamp, mais j'aurais pas retrouvé non plus les 2 là. Mais bon, tout à l'heure. Hugues, je me doutais qu'on pourrait trouver. Michel Furic, 61 matchs à Dunkerque, 60 à Guingamp. Laurent Furman, 4 matchs à Dunkerque. C'est une perlade bis, ça. Hein. C'est une perlade Turpin. Perlade Turpin, Furic, Furman. Vas-y. Ouais, mais là, c'est pas du jeu. Tu sais quoi? On l'a déjà évoqué, mais là, je l'annonce à tout le monde. Bravo, hein, 6-3, 6 manches à 3. Mais alors là, j'ai absolument aucun regret. Au final, j'ai gagné quoi? 4-3, quoi? 4-3. Ouais, c'est pas joué à grand-chose. Hein. Ouais, mais bon, la mienne était quand même un peu plus abordable. Mais tu sais que je pense, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, on va mettre notre petit Pierrot aux questions. Comme ça, on pourra plus faire les trucs un peu vaches. Parce que là, franchement, ça va loin. Bon, c'est sûr, mais à un moment donné, il faut se renouveler, parce que sinon, on va arriver sur des trucs durs, quoi. Enfin, des trucs qu'on connaît tous, quoi. Révise les années 60. Ouais. Quel joueur a joué un match et demi en 64? Et après, je t'avais prévenu avant qu'il y avait une question qui serait dure. Non, mais je sais très bien qu'en faisant Turpin la semaine dernière, t'allais m'avoir sur cette semaine.
Mais tu vois, Toi, Angelo, tu l'as eu direct, par exemple. Tu vois, donc tu aurais pu voir d'une certaine manière, peut-être, je sais pas, Furman. Non, mais encore une fois, je te dis, il y a des quiz un petit peu plus tôt, il y a 2 mois, je pense, où j'avais vraiment des regrets. Mais là, je crois que mes 2-3 dernières défaites, franchement, le truc de Perlade, là, il y a pas de regret, Pierrot. Bon, bah, 6-3 Gaëtan. Que dire? Demain, Dunkerque-Guingamp, 19h, Stade Marcel Tribut, 18h45. Yes. Sur la Guingampaise avec les programmes habituels, la compo par Stéphane Dumont, un joueur en interview en bord terrain. Guingamp d'ailleurs qui part dès ce jeudi dans le Nord, qui s'entraîne au domaine de Luchin du LOSC pour préparer ce match, un domaine bien connu par Stéphane Dumont. Et puis donc match samedi à Dunkerque. Bon voyage mon petit Gaëtan. Ben oui, en ramenant des points dans la valise, on l'espère. Des points. Ouais, ben c'est pour ça que je l'ai dit. Avec un beau S. Un beau S. Allez, ciao ciao. En avant, match. Ciao ciao.